Alors, le contrôle de flux, on a déjà vu le if. C'est la même chose que en Java. Donc, if, else, if et else, même syntaxe. Le switch reste le même aussi. Aussi avec le break et le pass-through et tout ça, c'est tout la même chose. Donc, voilà. Pour les boucles, ils sont aussi tous les mêmes choses, mais une seule distinction, c'est le for each. Donc, le deuxième for, là, au lieu de mettre des 2 points, on met un in. C'est le mot-clé, mais c'est la même chose. Donc, c'est un boucle autour des collections. Donc, le strings, le variable strings, là, c'est un NSArray. C'est la même chose d'un array list en Java. NSArray. D'accord? Sauf le NSArray est pas mutable. D'accord? Pour faire un array qui est mutable comme un array list, tu fais un NSMutable array. D'accord? Donc, en Objective-C, en Foundation, on a toujours les deux versions. Par exemple, NSString, comme en Java, c'est pas mutable. Donc, si tu veux un string comme un string builder, en fait, en Java, tu fais NSMutable string. Alors, tu peux encore le changer. Donc, il y a toujours la version mutable et non mutable. Donc, ici, le string, c'est une certaine collection. Par exemple, NSArray. Ça marche avec ça. D'accord? Alors, l'héritage, on a vu déjà l'héritage des objets, des classes. Donc, c'est avec les 2 points. Ce n'est pas avec les extents. Et j'ai déjà dit, on doit toujours le faire. Si tu ne fais pas un 2 points à un objet, par exemple, tu es en train de créer une classe de racine. Donc, en Java, tu ne peux pas faire ça. En Objective-C, tu peux faire une classe racine. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'héritage du tout dans ce classe-là. Donc, tu dois faire tout toi-même. Donc, normalement, tu ne vas jamais faire ça. Hein? Donc, éteins toujours au minimum de NSObject. Puis, les autres manières d'héritage, c'est comme en Java, les interfaces, c'est les protocoles. Et les protocoles sont bien spécifiques, de nouveau, en Objective-C. Pourquoi? Parce que, la manière de définir est un peu différente. Donc, de nouveau, une autre directive à utiliser, c'est la directive protocole et pas interface, parce que interface est utilisée pour définir des classes. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça protocole en Objective-C. Donc, on a le protocole et puis un nom. Le nom du protocole, ici, c'est shape. C'est en anglais. Donc, c'est une figure. Et lui aussi peut éteindre des autres protocoles. Et pour éteindre des autres protocoles, tu mets ça dans des chevrons. D'accord? Chevron, c'est bon en français? Ouais, ok. Donc, des chevrons et NSObject, ce n'est pas seulement une classe, mais c'est aussi un protocole. C'est différent, hein? C'est une classe et un protocole. D'accord? Donc, dans ce shape, je dis c'est aussi un NSObject. D'ailleurs, c'est la même chose qu'en Java. Les interfaces peuvent étendre plusieurs protocoles. D'accord? Donc, si je veux faire ça, je dois mettre un virgule et le nom d'autre protocole entre les chevrons. Donc, tu peux faire ça aussi. Et puis, la suite, c'est les méthodes qu'on a besoin dans ce protocole. Ça, c'est la même chose qu'en Java. C'est requis. Donc, si une classe adopte, je parle de adopt et pas implement, si une classe adopte le protocole, ben, il doit adopter aussi ces méthodes, les deux. Donc, calculate area et calculate parameter. D'accord? Et puis, quelque chose de très bizarre, ça n'existe pas en Java, c'est que tu peux faire des méthodes optionnelles. C'est un protocole, mais quand même, tu peux éviter de certaines méthodes dans ce protocole. Pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est une langue dynamique. Dans des langues dynamiques, tu ne dois pas nécessairement forcer des choses. Mais de nouveau, si tu mets des choses en optionnel, ça veut dire que quand tu utilises ces méthodes optionnelles, tu dois d'abord checker s'ils sont là. On va faire ça. Dans un des exemples, je fais ça. Pour te laisser savoir comment est-ce que je peux checker si la méthode existe. Ben, tu peux faire ça. Et quelque chose que tu peux faire aussi, c'est bien sûr mettre des propriétés dans un protocole. Parce qu'un directive protocole, ça fait quoi? Ça génère juste le get et le set. Ce sont des méthodes comme des autres.
Donc tu peux aussi mettre les properties là-dedans. D'accord? Donc ici, le property name, dans ce cas-ci, c'est optionnel. Donc tu ne dois pas le fournir dans l'implémentation, si tu ne veux pas. D'accord? Maintenant, si tu veux adopter ce protocole, par exemple, j'ai fait une classe rectangle et il adopte, donc il éteint un des objets, mais il adopte le shape. Donc ça veut dire qu'il doit définir les deux méthodes calculate. D'accord? Et pour l'utiliser, donc pour définir des variables, souvent, de nouveau, on utilise le type ID parce que là, on dit vraiment, je m'en fous quel type. Mais ça doit être un shape. D'accord? Donc voilà le protocole de nouveau avec les chevrons. Donc le type de l'objet. Tu peux aussi mettre un des objets pointeurs. D'accord? D'ailleurs, ID est toujours un pointeur. C'est void pointer, donc tu ne dois pas mettre l'étoile. Souvent pour des débutants, ils mettent l'étoile, mais ça c'est un double pointeur alors. Donc ID c'est toujours un pointeur. Donc ID puis shape. Donc ça veut dire que la variable est du type shape. Donc il adopte le protocole. Et pour passer vers des méthodes, ben, c'est clair, c'est assez facile. Le type est juste entre les parenthèses, de nouveau avec les chevrons. Alors, ça, c'est beaucoup de théorie. Maintenant, on passe vers l'application. Pourquoi toute l'explication? Parce que tu dois savoir quand même un peu comment Objective-C marche. Maintenant, c'est la partie plus visible, plus jolie. Hein. Donc voilà, comprendre l'app Big Bang. Coco et Coco Touch. Donc Coco, c'est le framework en OS X. Coco Touch, c'est pour l'iOS, donc c'est un peu moins, mais assez puissant quand même. Il utilise le pattern MVC. Qui connaît le pattern MVC? Tout le monde, bien sûr. Mais il est de nouveau un peu spécifique pour Objective-C, vis-à-vis que le modèle et le vue, ils n'ont pas de connexion. Donc dans le modèle classique, il y a une connexion quand même entre le modèle et le vue. En Objective-C, on veut éviter ça. Et je trouve ça très propre en fait. En fait, c'est le contrôleur qui va obtenir les données et qui va gérer les données, si tu veux. Il va adapter les données dans le modèle. Donc c'est le contrôleur qui connaît. Et le contrôleur va aussi donner, en fait, mettre les données dans le vue. Ce n'est pas le vue qui met les données lui-même, c'est le contrôleur qui dit sur le vue, mettre le valeur là. D'accord? Donc ça, c'est le job du contrôleur. Donc ce n'est pas le vue qui demande à le modèle, c'est quoi ton valeur? Ça n'existe pas. Alors, comment est-ce que le vue peut encore connaître son contrôleur? Ben ça, on fait avec du délégation. Qui connaît le design pattern délégation? Presque tout le monde, je crois. Donc, en fait, le vue utilise des protocoles pour dire, OK, monsieur contrôleur, il ne connaît pas son contrôleur, il connaît juste le protocole. Il dit à le protocole, s'il vous plaît, fais quelque chose. Donc, souvent, les méthodes d'un delegate, il commence avec should, will, do. Donc, par exemple, view did load. Donc, quand le vue se charge, il est en train de charger, puis après, le contrôleur est notifié que le vue est complètement chargé. Alors, la méthode view did load est appelée. On va parler de délégation plus tard dans un exemple. Une autre manière de communiquer avec le contrôleur, c'est avec des actions. Et des actions, tu dois voir ça comme une touche sur un bouton ou une certaine interaction de l'utilisateur. Donc, il fait quelque chose, une gestion ou quelque chose, et voilà, une action se lance à partir du vue, et il appelle, de nouveau, il appelle l'action au contrôleur. Mais de nouveau, il ne connaît pas le contrôleur. En fait, l'action utilise la dynamicité, je dois dire, de Objective-C pour dire appelle une certaine méthode. Il ne doit pas connaître la méthode. Tu peux le passer comme pointeur, un method pointer. Comme en JavaScript. Hein. En JavaScript, on peut aussi passer des méthodes. Ben, en Objective-C, on peut faire ça aussi. Donc ça, c'est une autre manière de dire, OK, l'utilisateur a fait une certaine interaction avec mon application. Vas-y, lance l'action dans le contrôleur. On va utiliser ça aussi. Alors,
La première déléguée qui est déjà générée dans notre application, et je vais montrer la code plus tard, c'est la déléguée de l'application. Donc l'application, c'est aussi un vue. Donc il a aussi un délégué. Donc quand l'utilisateur, il regarde le panneau bien, parce que j'ai des animations, donc quand l'utilisateur touche le bouton de l'application, disons que l'application est jamais démarrée, encore, donc là, je touche l'application, et avant que la première vue est vraiment affichée, le délégué de l'application est appelé pour dire Application did finish launching with options. Donc, l'application vient de se lancer. Donc, ça a réussi jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que tu veux faire encore quelque chose ou est-ce que je peux continuer? C'est pour ça que tu peux retourner true or false. C'est un boolean. Si tu retournes non, ça veut dire que le lancement ne peut pas continuer et l'application est fermée. C'est pour ça aussi que c'est encore le panneau noir. À ce moment-là, tu ne vois encore rien. Et le moment que tu retournes yes, il continue. Donc le framework continue à lancer l'application jusqu'à le moment que ça s'affiche. Maintenant, disons que l'utilisateur touche un bouton en bas là-bas, hein, il touche, et donc à ce niveau-là, avant de retourner vers le Springboard, il va encore notifier l'app-delegate pour dire « Application will resign active ». Donc l'application va se déactiver en fait. Donc en iOS, c'est important de savoir que faire des choses en background quand ton application est fermée, désactivée, c'est presque pas possible. C'est possible, mais dans des cas vraiment spécifiques, et tu dois demander à Apple pour être capable de faire ça. Donc, par exemple, si tu fais quelque chose avec audio, le audio peut encore courir sur le background. Si tu fais quelque chose avec GPS, ça marche aussi dans le background. Mais tout le reste, presque, tu peux pas. Donc, si tu veux encore faire des calculs ou quelque chose, pas de possibilité. Vraiment, le processus est mettre en pause. Donc, c'est pas couper le processus, mais c'est vraiment mettre en pause. Donc, les threads de ton application, ils vont jamais être appelés le moment que l'utilisateur revient sur le Springboard. Mais pour te donner encore la chance, avant que c'est désactivé, de faire encore quand même quelque chose, par exemple, arrêter la calculation et sauvegarder les résultats entre-temps, tu peux utiliser l'application will resign active. Donc, le moment que cette méthode est finie, tu retournes sur le Springboard. D'accord? Si maintenant l'utilisateur décide de rouvrir l'application, en fait, il n'est pas encore coupé, il est réactivé. Donc, dans le delegate, on reçoit le application will enter foreground. Donc, ça veut dire il va se mettre à la page. Et puis, il appelle did become active. Donc, c'est deux étapes. Donc là, tu peux décider de faire des choses. Normalement, dans notre application, on ne fait rien. Donc c'est tout optionnel. Et c'est pour ça que c'est chouette un peu qu'un protocole a des méthodes optionnelles. Hein? Donc toutes les méthodes que j'affiche ici, ils sont tout optionnels. Donc si tu veux rien faire, tu fais rien. Tu mets pas même les méthodes. Donc en Java, alors, on fait des adapteurs et tout ça pour faire qu'on ne doit pas toujours mettre les méthodes d'une interface dans notre classe. Ben, en Objective-C, tu mets en optionnel. Et c'est le framework qui check, est-ce que tu as la méthode? Ah non, alors je ne l'appelle pas. D'accord? Donc voilà, laissons-nous maintenant analyser un peu l'app-delegate qui est déjà généré pour nous. Alors, le app-delegate, le header file, il a un window. Et tu as toujours besoin d'un window, une propriété window dans ton app-delegate. Je vais expliquer encore plus tard pourquoi, mais ça c'est vraiment le fenêtre de ton application. Et l'app-delegate doit toujours avoir celui-là. Remarque qu'il fait une extension de UI Responder. Il est un UI Responder. C'est un UI, donc ça vient de UIKit. C'est pour ça que l'import est sur UIKit. D'accord? Donc c'est un autre framework
c'est le framework Cocoa Touch en fait, le UIKit. Et là, on fait une déclaration qu'on veut adopter le UI Application Delegate. C'est ça en fait le protocole qu'on a besoin pour être le App Delegate. D'accord? Donc dans l'implémentation, on a maintenant ce méthode Application did finish launching with options. Donc la première, c'est celui-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée un window pour nous en fait. J'ai créé une application tout vierge en fait. Donc ça donne un panneau blanche, c'est tout, pour le moment. Donc si je démarre l'application, donc je fais play, voilà, il s'affiche une page blanche, si tu veux. C'est ça que l'App Delegate pour le moment fait. Donc il prend le alloc init, donc de nouveau, hein, c'est un alloc init, donc c'est initialisation du window. Il met le background color sur white, donc c'est blanc. Et puis il dit make key invisible, ça veut dire vraiment fais tout ce que tu as besoin pour vraiment laisser montrer les fenêtres et fais-le visible. C'est tout. D'accord? Et puis on dit oui, on a réussi. Toutes les autres méthodes, il y a beaucoup de commentaires, mais pas de code. Donc tu vois, il génère déjà tout. En fait, je peux les virer. C'est pas grave, c'est tout optionnel. Donc si je vire les méthodes et je fais un build, le compilateur ne dit pas tu manques quelque chose. Donc c'est tout optionnel. D'accord? Mais quand même, je vais vous montrer aussi que tu peux faire des breakpoints en Xcode. Donc on va quand même jouer un peu avec le App Delegate. Et jouer avec le App Delegate, c'est application will, par exemple, le application will resign active. Même sans du code, je peux mettre un breakpoint. Si je lance l'application et je décide d'aller vers mon Springboard, voilà, la méthode est appelée. Donc je suis ici, j'ai les variables et tout ça dedans. D'accord? Alors, je continue. Et voilà, je suis sur le Springboard. Vous voyez? Donc, mettre des breakpoints, c'est possible en Xcode aussi. D'accord? Alors, ça, c'est la App Delegate pour le moment qui est générée. Vous comprenez un peu la manière de faire des délégations, hein? Donc, le système de délégation est utilisé partout. Donc, de maintenant, on va toujours parler de délégués et tout ça. Donc, premier coup, le UI View Controller. Donc, c'est le contrôleur pour un vue. Le nom le dit. D'accord? Donc, ici aussi, petite animation. Quand le view se charge, c'est le view ditload qui est appelé dans le delegate. Donc, c'est là que tu peux encore configurer ton view, que tu peux encore mettre des données dans le view. Donc, si je touche, par exemple, le bouton en haut, je lance une action. Cette action appelle une méthode dans mon Detail View Controller. Donc, c'est une classe de type UI View Controller que j'ai fait moi-même. Et là, il appelle par exemple le Do Action. On va encore voir comment coupler le bouton avec la code. D'accord? Donc ça, c'est une action qui est fait. Et dans l'action, tu peux faire ta code pour faire des trucs, quoi. Alors, un cas spécifique de View Controller, c'est le UI Table View Controller. Donc, c'est la première vue de notre application qu'on doit faire. Et le UI Table View Controller, en fait, il est bien spécifique. Donc, il est un View Controller. Donc, il reçoit aussi le View Ditload et tout ça. Mais il est délégué pour le View de tableau aussi. La vue de table, donc la liste, il demande dans une manière très spécifique pour les données. Et le délégué pour faire ça, c'est le UI Table View Controller, non, le UI Table View Data Source. Donc, le source des données pour le vue de la table. Alors, la première méthode qu'il appelle, c'est le Number of Sections in Table View. Et le Number of Sections in Table View, en fait, on peut mettre des sections dans notre tableau. On n'a que 1, donc on va retourner 1. En fait, on ne va pas mettre cette méthode-là, parce que le default est 1. OK? Donc, s'il connaît les sections, il peut demander dans la deuxième étape
pour chaque section, combien de lignes sont dans cette section. Donc, c'est un peu grouper des choses. Pour ceux qui ont un iPhone, l'application pour les settings, c'est aussi un table view, et le table view a des sections. D'accord? Et dans la section, il y a des lignes. Ben, combien de lignes? Ben, tellement que tu retournes ici. Donc, la méthode dit table view, number of rows in section. Et donc, l'index de la section est donné. Donc, pour chaque section, on peut retourner un certain nombre de lignes. Et puis, quand il a fait ça, pour chaque ligne dans une section, il appelle le self4row@indexPath. Donc, dans cette méthode-là, on va vraiment créer une cellule. La méthode retourne un UI table view cell. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un vue qu'il retourne. Comme j'ai dit, le contrôleur est le boss des views. Donc, il va vraiment créer la cellule et le retourner pour chaque ligne dans chaque section. D'ailleurs, le NSIndexPath contient les deux. Donc, le indexPath contient la section et le row. Donc, la ligne. Et comme ça, on peut gérer les cellules dans le tableau. Un autre système qui est utilisé, en fait, c'est quand la liste est assez large. Par exemple, il y a 20 lignes. Sur mon iPhone, je peux mettre que 10 lignes environ, dépendant iPhone 5 à iPhone 4. Donc, ça ne sert à rien de créer 20 vues de cellules pour nos données. Ça sert à rien parce que j'ai besoin que de 8. Et c'est une machine mobile, donc la mémoire est limitée. Donc, pour faire l'optimum, qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait mettre un pool de cellules. Donc, si je scroll, une certaine cellule va disparaître de l'écran, il ne vire pas l'instance de ces cellules, il va la mettre dans un pool. Et quand une nouvelle cellule s'affiche, il va prendre cette cellule du pool et le redonner à vous pour mettre des nouvelles données. Ça veut dire, bien sûr, que tu dois remettre toutes les données. Parce qu'autrement, tu as encore les données qui étaient là à l'avant. D'accord? Donc ça, c'est le mécanisme qu'on va utiliser maintenant. Donc je vais créer un Master Table View Controller maintenant. Alors, avant de faire ça, je crée d'abord un nouvel groupe pour mes contrôleurs. Donc j'appelle ça controller. Et puis je fais un nouvel file. Et la nouvelle file s'appelle, donc c'est aussi un objectif C classe. Il s'appelle Master Table View Controller. Et il est un de UI Table View Controller. Donc fais gaffe avec ça, tu dois vraiment mettre la bonne classe. Comme ça, il te génère beaucoup de choses déjà. Donc si on va regarder qu'est-ce qu'il a généré, donc il a généré le fait que je suis un UI Table View Controller et il a généré les méthodes que j'ai déjà parlé dessus. Donc le number of sections in Table View. On sait qu'on n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, le code généré est dangereux parce qu'elle retourne nul. 0, pardon. Donc ça veut dire pas de section, donc pas de données. Donc vire-le. Hein, ou retourne 1. Ça marche aussi, mais moi je le vire. Et puis tout le reste, je dois encore mettre. Hein. Donc pour le moment, j'utilise le default. Ici déjà, tu vois le mécanisme de déqueuage, je dois dire. Donc il déqueue le reusable cell avec un certain identifier. Et ici, je peux configurer la cellule. D'accord? Donc maintenant, si je lance l'application, rien arrive. J'ai créé une classe, c'est tout. Je n'ai pas encore accroché le table view à l'application. Elle existe, mais elle n'est pas créée. Donc pour faire ça, on va d'abord faire qu'il y a quand même encore des données dans notre table view. Et pour faire ça, d'abord, je vais créer de nouveau une méthode convenance dans notre classe personne. En fait, je vais faire une méthode statique
person with contents of file. Et le paramètre que je vais passer, c'est un NSString. Et je vais l'appeler path. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'ai préparé 5 fichiers. Et dans ce fichier, il y a un XML. Prends-moi, c'est un XML. Et cet XML, je vais lire. C'est un plist, c'est un forme spécial XML pour des applications iOS. Et j'ai préparé ce fichier. Donc, ils sont ici dans le person files. En fait, je vais le copier-coller dans mon projet, dans le partie supporting files. Je vais vous montrer un. Donc, par exemple, Howard, tu vois visuellement que voilà, ça c'est le fichier qu'on va lire. D'accord? Donc, dedans, c'est toutes les données de cette personne-là. Donc, pour lire cette personne, je dois en fait faire un petit peu de code dans l'implémentation. Donc, j'ai prévu le person with contents of file. Et en fait, j'ai préparé ça, c'est beaucoup de code. Donc, je vais copier-coller ça. En fait, c'est assez facile pour lire ça, parce que dans le plist, il y a un map de données. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mapper le dictionnaire vers mon personne. C'est ça que le code fait. Mais il joue aussi avec l'erreur. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre encore l'erreur. Donc ici, je dois encore passer erreur, NSError. Et comme j'ai expliqué, un erreur, c'est aussi un type de retour. Donc je mets double pointeur. Error. D'accord? Donc ici, ma méthode peut ou donner une personne ou une erreur. Voilà. Et la code, je vais expliquer un peu. Qu'est-ce que la code fait? Ben, d'abord, il lit le dictionnaire qui est dans le plist. Il le lit à partir d'un NSDictionary. Donc, c'est aussi une méthode statique, Dictionary with Contents of File. Et là-dedans, tu passes aussi un path. Et s'il réussit de lire, donc il ne retourne pas nul, je peux dire que je vais créer une personne avec le person with name. Et je mets toutes les valeurs qui sont dans le dictionnaire, je le mets dans l'instance de personne. Quand je ne réussis pas, donc ici je dois encore mettre nil en fait. Si je ne réussis pas à le mettre, je peux dire, ici aussi je manque encore la définition erreur. Je peux dire que c'est une erreur, mais je dois d'abord checker si l'appelant a fourni une erreur. S'il ne fournit pas une erreur, il n'est pas intéressé sur les erreurs. Il ne veut pas savoir. Donc je dois d'abord encore faire le check. Si l'erreur est donnée, s'il est donné, je le change vers une nouvelle instance. D'accord? Donc ça, c'est passage par référence. Et donc, une fois que j'ai lu la personne, je retourne la personne ou je retourne nil. C'est ça le code, vite fait. Donc maintenant, je peux utiliser cette code dans mon Master Table View Controller. Aussi, ça, j'ai préparé. En fait, c'est ici. Donc d'abord, je vais mettre dans tout en bas, je vais mettre le code pour lire cette personne. Qu'est-ce que je fais? Je fais une méthode addPersonFromFile. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un remplissement d'un certain array que je dois encore prévoir. Donc cet array, c'est les données qui doivent être dans mon tableau. D'accord? Donc, d'abord, je vais prévoir tout ce que j'ai besoin. Donc, comme je vais utiliser la classe personne, maintenant, je dois faire le import. Donc, je fais import person. Je dois l'importer parce qu'autrement, je ne peux pas l'utiliser. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et comme vous voyez, l'extension de classe est déjà générée pour moi. Donc, je ne dois plus faire ça. Mais dedans, je vais déclarer une variable d'instance. Et en fait, c'est un NSMutable array qui s'appelle persons. D'accord? Donc, je vais déclarer que je vais utiliser un array
qui est mutable, donc je peux encore changer entre-temps. Et il s'appelle persons, donc il va continuer il va contenir, pardon, toutes les personnes que je vais lire du fichier. Pour faire joli, je vais aussi mettre dans l'extension de la classe, je vais aussi mettre la méthode là. Je ne dois pas, mais c'est plus joli. Donc on appelle ça un forward declaration. C'est pour dire au développeur qui doit maintenir cette code que cette méthode existe quelque part dans la classe. Donc comme en Java, depuis Xcode 4.2, je crois, tu ne dois pas plus faire Donc à l'époque, on devrait faire ça. Parce qu'autrement, ça tombe en panne si tu utilises la méthode quelque part où il ne le connaît pas encore. Mais maintenant, c'est comme en Java. Donc les méthodes sont reconnues n'importe où ils sont. Donc si c'est en bas, il va le reconnaître, mais c'est quand même encore plus joli de le faire. C'est une préférence de codage, donc je te laisse faire. Donc ici, le add persons from file est là. Maintenant, donc je vais passer le nom. Qu'est-ce que cette méthode fait? Donc d'abord, il va calculer le path pour la personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend du main bundle. Le main bundle, c'est en fait ce parti ici. Donc c'est tous les fichiers qui sont dans le projet. Ça, c'est le main bundle, un peu comme le resource bundle de Java. Ça, c'est le main bundle. Et on peut lire, donc on peut calculer des paths à partir du main bundle. Donc, c'est path for resource, le nom de la personne, parce que j'ai utilisé comme nom de fichier aussi le nom de la personnage. Donc ici, c'est Howard, Leonard, Penny, Rajesh et Sheldon. Et le type, c'est paylist. Donc comme ça, je génère le path. Et puis, je passe le path vers ma méthode de convenance pour lire la personne. Je passe la référence de l'erreur dedans parce que je veux savoir si c'est tombé en panne ou pas. Si j'ai une personne, je l'ajoute dans notre mutable array. Et si ça tombe en panne, je donne un alert view. Un alert view s'affiche quand ça tombe en panne. D'accord? Alors, maintenant, j'ai la méthode, mais je dois encore l'appeler. Et comme j'ai dit, le viewDidLoad est là pour configurer ton view et pour le populer avec des données. Donc, on va mettre dans le viewDidLoad, on va appeler cette méthode 5 fois. Self add person from file, et on va, par exemple, dire Howard. Et on va faire la même chose 5 fois pour les autres. Donc, on a Howard, Leonard, Sheldon, Penny et Rajesh. C'est Rajesh. C'est un Indien, donc. Voilà, donc Howard, Leonard, Penny, Rajesh et Sheldon. Je ne crois pas que j'ai oublié un. Donc je vais vite fait regarder si j'ai encore oublié quelque chose. Bien sûr, ce que j'oublie tout le temps. Donc ici, je dois bien sûr encore alloquer et initialiser mon array, parce qu'autrement il est nul. Et donc je ne fais rien. Parce qu'appeler quelque chose sur nul, ça ne fait rien. Donc ça ne tombe pas en panne, mais c'est dur de voir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas de données, mais je fais l'ajout. Ah non, mais tu n'as pas d'instance de personne. Donc voilà. J'ai créé les persons et j'ai ajouté les personnes. Maintenant pour afficher, et je vais continuer avec la présentation. Donc, si je démarre maintenant l'application, c'est encore blanc. J'ai préparé le master table view, mais je n'ai pas encore dit à l'app-delegate, s'il vous plaît, affiche le table view. Donc, maintenant, on va faire un peu de scénarimage. En fait, c'est un nouvel truc depuis iOS 5. On peut faire des storyboards. Et donc, je passe directement vers les démos. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer de nouveau un nouvel groupe parce que le storyboard, c'est lié à tout ce qui est view. Donc, j'ai créé un groupe view et dedans, je vais mettre un fichier storyboard. Et c'est bien spécifique, ce n'est pas en classe. En fait, c'est dans la catégorie User Interface et il s'appelle storyboard.
Donc, je crée un storyboard. En fait, un storyboard, c'est quoi? C'est vraiment du scénario-image. Donc là, tu vas vraiment dessiner, si tu veux, vraiment faire le layout de ton application. Mais pas vraiment seulement les écrans, mais le flow de ton application aussi. Donc, un vue va vers l'autre et tout ça, tu peux faire ça dans le storyboard. Le storyboard que je veux créer, c'est pour iPhone. Donc, je dois aussi marquer que c'est pour iPhone. Puis, il me donne le nom de fichier qu'il va créer. Storyboard, c'est OK. Donc, voilà maintenant le vue storyboard. Tout vierge, il est vide. D'accord? Donc, c'est un panneau pour vraiment faire des dessins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc on a fait un Table View Controller, pardon. Donc, on va le mettre dans notre application. Et comme c'est la première contrôleur que je fais, il met un flèche là-bas, ça veut dire que c'est le point d'entrage pour mon application. Donc le flèche que vous voyez, ça veut dire ici ça commence. D'accord? Et il me génère directement un Table View Controller. On voit ça ici dans ce panneau ici. Là-dedans, il y a un Table View, donc c'est vraiment un UI Table View. Et là-dedans, il y a la cellule. En fait, c'est la cellule prototype. Donc là, on peut faire le layout déjà. Et je vais faire ça. Donc, le cellule que je veux, c'est une cellule de base. En fait, ça affiche un titre. Mais pas seulement je veux un titre, je veux aussi un petit flèche pour marquer à l'utilisateur qu'il peut taper et que ça va avancer. Donc, pour faire ça, je dois mettre un accessory. Et on appelle ça le Disclosure Indicator. Donc, tu vois maintenant qu'il a généré aussi une petite flèche là-bas. Maintenant, pour faire qu'on peut DQA, qu'on peut travailler avec le pool, on doit encore mettre l'identifier. Et moi, j'ai choisi, dans le code que j'ai préparé, que ça doit être person cell. Donc, cette cellule va être connue dans le pool des cellules, parce que c'est un pool global. Cette cellule va être connue comme person cell. D'accord? Donc, maintenant, j'ai le table view préparé pour afficher des données. La seule chose que je manque encore, c'est qu'il ne sait pas que moi j'ai créé une classe. D'accord? Donc, je dois lui encore dire qu'il ne doit pas utiliser le UI table, je dois d'abord sélectionner le contrôleur, bien sûr. Donc, je sélectionne ici le contrôleur. Je n'ai pas besoin de UI Table View Controller par défaut, parce que là, il n'affiche rien, ça ne fait rien. Je dois mettre mon Master Table View Controller dedans. Donc voilà, maintenant j'ai préparé un vue de tableau qui prend ma classe, qui va, normalement, si tout va bien, va aussi afficher les données. Mais quand même, quand je démarre maintenant l'application, j'ai encore la page blanche. Pourquoi? Je n'ai pas encore donné la configuration à l'application pour lui dire que maintenant je veux travailler avec un storyboard, parce que tu n'es pas obligé d'utiliser des storyboards. Tu peux faire tout ça en code aussi si tu veux. Mais moi je trouve un storyboard très agréable pour travailler avec. D'ailleurs c'est iOS 6, donc pour cette séance ça tombe bien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Pour l'iPhone, on doit dire qu'on va utiliser notre storyboard. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça, c'est une erreur que je vois souvent quand des gens commencent à chipoter avec iOS. Ils oublient de mettre ça dans la configuration. Mais quand même, encore blanche. Pourquoi? Dernière étape, mais c'est parce que j'ai commencé d'une application vierge. En fait, je fais un override parce que je dis, ah non, créez-moi un nouvel window et mettre le background sur blanc. Donc, je vire tout ce que le storyboard fait avec ce code. Donc, je dois le virer. Je jette dehors. Et maintenant, quand je lance, ou j'ai des erreurs, c'est possible aussi, ou je vois des personnes. J'ai des erreurs parce que je ne vois pas des personnes. D'accord? Donc, ça tombe en panne. Mais de toute façon, ce qu'on voit déjà, je ne sais pas, oui, c'est clair, c'est assez clair. Donc, tu vois déjà que je peux scroller et qu'il y a un table view quand même. D'accord? Maintenant, ce n'est pas grave que ça tombe en panne parce que maintenant, tu peux voir comment je débloque quelque chose comme ça. Donc, d'abord, pour savoir qu'est-ce qui tombe en panne, je vais regarder s'il entre mon ViewDidLoad dans le Master Table View Controller pour savoir s'il prend déjà ma classe.
D'accord? Donc, je relance l'application. Et voilà, il n'entre pas mon ViewDidLoad. Donc, ça veut dire que mon storyboard n'a pas pris ce que j'ai lui dit. Mais quand même, il est là. Donc, le Master Table View Controller est là. Pourquoi il ne le prend pas alors? Demo time. Donc, le ViewDidLoad. Ah, mais attends. Je refais. Oui, il entre dedans. En fait, tu dois faire gaffe parce que mettre un breakpoint, si tu double-cliques, j'ai l'habitude en Java de double-cliquer. En Eclipse, je dois double-cliquer. Si tu double-cliques, en fait, tu disables le breakpoint et il passe dessus. Donc, c'est ça qui ne marche pas. Donc, maintenant, je vais voir. Donc, le persons que j'ai ici, maintenant, je peux regarder. Persons, tout à fait rempli. Il dit aussi que c'est zéro object. Je ne sais pas si c'est lisible, mais je vais lire pour vous. Il dit zero object. Donc, ça, c'est bien. Je commence avec zéro objet. Et puis, maintenant, j'ai ajouté un fichier et maintenant, c'est sur un objet. Donc, les données sont là. D'accord? Je sais déjà que j'ai oublié. Donc, voilà, il passe dessus, mais il affiche rien. Pourquoi pas? Parce que, en fait, j'ai expliqué ce que je dois faire, mais je n'ai pas fait encore dans l'implémentation. Donc, d'abord, ici, je dis encore qu'il y a 0 cellule. D'accord? Donc, ça, j'ai oublié. Je dois lui donner... En fait, le persons.count, c'est la même chose que le size en Java, mais on parle de count. Donc, c'est le montant des objets dans persons. Donc, maintenant, je vais avoir déjà 5 lignes. Mais on ne va pas avoir des données. Pourquoi pas? 1. L'identifier, je dois encore mettre sur person cell. Donc, dans le décuage du cell, donc, je dois créer la cell. Et dans le cell, maintenant, je veux afficher le nom du personne. Comment est-ce que je peux prendre cette personne? Ben, je vais dire person, je fais en 2 étapes pour faire clair. Je dis que dans persons, je vais prendre le xème personne dans notre array. Et c'est quoi? Ben, c'est dans le indexPath en fait. Le indexPath.row. Donc, comme j'ai expliqué, le indexPath contient la section et le row. La section est toujours 0, parce qu'on n'a que 1, c'est zero-based, donc on ne doit pas regarder ça. On prend juste le row, et le row, c'est la ligne. Donc on dit, prends la personne à la xème index, et maintenant, utilise le cell.cellText, textLabel, pardon, textLabel.text. En fait, le textLabel, je vais vous montrer dans le storyboard. Le text label, en fait, c'est ici, ce truc ici. Ça, c'est le text label. C'est automatiquement lié à l'un à l'autre parce que j'utilise des storyboards. Si tu fais manuellement, tu dois quand même chipoter un peu. Donc, j'aime des storyboards parce que j'aime pas de chipoter. Donc, dans le text label, je dois mettre le texte. Donc, comme j'ai expliqué, le vue ne jamais demande le modèle. C'est nous qui fournissons le modèle dans le vue. Donc, le text label, c'est un libellé, et le libellé a une propriété texte. C'est vraiment le texte qu'il va afficher. Donc, là-dedans, je veux le p.fullname. On a fait le fullname pas pour rien. On va mettre le fullname dedans. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'espère bien que je peux vous montrer des données. Donc, je passe le breakpoint. Je vais le virer. Voilà. Et voilà, ils sont là. Ouais, merci. Donc ça, c'est la première étape. On a encore 40 minutes pour faire tout le reste. Ça va marcher. Donc maintenant, si je clique, il n'y a rien qui passe. C'est normal parce que dans le storyboard, on n'a pas encore dit qu'on veut faire quelque chose. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va naviguer. Donc j'ai créé le storyboard. Donc si on fait un push, en fait, je vais passer vers les détails. Et si je fais un retour, je vais revenir sur le panneau de tableau. Donc pour faire ça, on peut utiliser un UI Navigation Controller. Donc c'est une classe de base qu'on reçoit dans le framework. Et il fait de navigation. Donc
je vais refaire l'animation pour vous laisser savoir que pour faire ça, j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour faire marcher tout ça. Donc, par exemple, le bouton pour aller vers la première panneau, il est généré automatiquement. Aussi, le bar en haut, avec le Big Bang App dedans, il est généré pour moi. Donc, tout ça, c'est des fonctionnalités que le UI Navigation Controller fait. Et la seule chose qu'on doit encore reprendre, c'est en fait le UI Navigation Controller, on appelle ça un container de contrôleurs, parce qu'il contient plusieurs contrôleurs, pardon. Et il les contient dans un stack. Donc vraiment un stack comme en Java. Et dans le stack, la dernière vue est toujours visible. La dernière contrôleur sans vue est toujours visible. Et si on fait un pop, il le vire, il le jette dehors, et le précédent se réaffiche. C'est ça qu'on fait ici. Donc, c'est ça le push et le pop. Donc maintenant, on va ajouter le Navigation Controller déjà dans notre application. Donc je retourne. Donc dans le storyboard maintenant, et je vais agrandir. Non, ça j'ai encore besoin. Donc pour le moment, on commence avec le Table View, mais ce n'est pas suffisant. On doit commencer en fait avec le Navigation Controller, parce que ça devient le grand-parent de l'application. Donc le Navigation Controller, il est ici aussi. Hein. Je vais le mettre à la scène, si tu veux. Et je vais essayer de virer... Non. Je fais ça plus petite comme ça. Vous voyez, donc le Table View est encore là, mais il génère à lui-même le Navigation Controller et aussi un Table View. On ne veut pas celui-là, on a déjà créé le nôtre. Donc, je vais juste virer. Donc, je vire le, d'accord? Mais c'est clair que maintenant, mon Navigation Controller, il ne contient rien du tout. Donc, je dois encore faire le lien. Donc, d'abord, le point d'entrée, je vais le mettre sur le Navigation Controller. Donc, juste comme ça, j'ai maintenant changé le point d'entrée vers le Navigation Controller. Et maintenant, dans le Navigation Controller, je peux en fait mettre des liens avec la petite flèche ici. Je mets toujours des liens avec des choses. Donc, le lien que je dois mettre, c'est le Root View Controller. Donc, la contrôleur de vue racine. Donc, je vais mettre un lien entre ça et ma propre Table View Controller. Et voilà, il met le lien. Vous voyez, la flèche est là. Donc maintenant, déjà, quand je lance l'application, vous allez voir que maintenant, le bar s'affiche. Donc à l'époque, on n'avait pas ce bar. Maintenant, il est là. Bon, il n'est pas joli parce qu'il n'y a pas de titre, mais pas de problème, on peut mettre un titre. Donc je vais mettre un titre ici, juste comme ça, je double-clique. Et je dis Big Bang App. Voilà. Et donc, quand je viens à la page, voilà, j'ai un titre. Donc, c'est très facile pour faire des vues comme ça. Donc, bien sûr, il n'y a pas encore quelque chose après. Donc, je ne peux pas encore naviguer. Donc, ça, c'est le deuxième truc qu'on va faire. Deuxième truc qu'on va faire. On va faire maintenant le détail. Et donc, le détail c'est dans un UI Tab Bar Controller. En fait, c'est un contrôleur pour mettre des onglets. Donc, on voit maintenant qu'il y a deux onglets, le onglet Détail et le onglet Image. Et donc, de nouveau, le UI Tab Bar Controller fait tout pour faire que ça marche. La seule chose que tu dois encore fournir, c'est le contrôleur dedans. Et de nouveau, le Tab Bar Controller, c'est un container de contrôleurs, mais ce n'est pas un stack, en fait, c'est juste une collection. Une collection de contrôleurs. Et tous les contrôleurs qui sont dedans vont être affichés dans un propre tab, dans un propre onglet. Et bien sûr, on peut dans le storyboard encore changer les noms de ces onglets et tout ça. Donc si je tape, je passe de l'un à l'autre. Donc, on va ajouter ce UI Tab Bar Controller. UI Tab Bar Controller. Donc de nouveau, dans le storyboard, je vais mettre un UI, donc ici, le Tab Bar Controller. Donc je le mets au panneau, je vais le déménager un peu parce que comme ça, c'est pas trop clair. Ah non,
je veux les tout. Attends. Ouais, voilà. Je vais les déménager. En fait, tu peux zoomer, hein, ici, voilà. Mais le problème avec le zoomage, tu ne peux pas modifier les properties alors. Donc tu dois toujours zoomer sur le contrôleur que tu veux adapter. Mais donc comme ça, c'est déjà clair que je veux du navigation. En fait, il n'y a pas encore de navigation, parce qu'il n'y a pas une flèche entre le tab bar controller et mon table view controller. Donc ça, je vais faire d'abord. Et pour faire ça, c'est très simple en fait. Je sélecte en fait les cellules de mon table view. Et ici, dans le inspecteur pour faire les connexions, je vais dire que dans la section, je veux faire un segue en anglais. Je ne sais pas en français. Franchement, seg, j'ai déjà entendu. Mais en anglais, c'est segue. Et ça veut dire en fait, donc les petites machines qui en deux roues là, hein, c'est un segue aussi. Mais ça veut dire en fait de l'un place vers l'autre. Ça, c'est segue. Donc, je crée un segue à la sélection de la cellule. Je veux en fait exécuter un segue. Donc, je vais connecter ça avec mon tab bar controller. Et puis, il y a un pop-up qui me demande comment est-ce que tu veux l'afficher. Est-ce que c'est un push dans ton navigation controller ou est-ce que c'est modal ou est-ce que c'est custom? Modal, ça veut dire que ça devient vraiment modal. Moi, je vais faire un push. D'accord? Quand je lance maintenant, sans rien faire, déjà, j'ai la navigation. Juste comme ça. Donc, dites-moi, ça c'est très puissant, quoi. Donc j'ai déjà les tabs qui sont ici et je peux déjà retourner à ma page. Pas de problème. Et marque qu'il met le titre de la page avant dans mon back button, automatiquement. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà. Alors, pour gérer, on va d'abord changer un peu les trucs visuels. Donc d'abord, on sait que la première étape, on veut vraiment, c'est pas item 1, c'est le détail. Donc on va changer ça vers détail. Et on va changer celui-là vers image. Le même mot qu'en anglais, image. D'accord. Donc maintenant, quand je lance, j'ai déjà mes titres. Donc de nouveau, très facile. Maintenant, je veux bien sûr des icônes. Ça semble à rien s'il n'y a pas des icônes. Et les icônes, j'ai déjà préparé aussi. Donc, je vais de nouveau aller vers mon Finder. J'ai les icônes ici. Donc, j'ai des icônes pour le détail et j'ai des icônes pour la vue image. Mais j'ai deux versions. Pourquoi? Parce que iPhone, on a Retina et non Retina. Donc rétine et non rétine, je crois en français. Hein. Donc la version rétine, ça veut dire qu'il a deux fois le point, pas pixel, deux fois le pixel, pas le point, deux fois le pixel qu'un machine non rétine a. Donc ça veut dire que, en fait, dans le monde iOS, on calcule tout dans des points. Point, en fait, c'est relatif. Un point sur un device rétine, ça veut dire 2 pixels. Donc si je fais une image de 2 points, sur 2 points, en fait c'est une image de 4 par 4. Donc ici aussi, le detail icon, le detail icon, le nom de fichier, ça c'est la version petite pour le iPhone non rétine. Et le at2x, donc at 2 fois en fait, ça c'est la version rétine. En fait c'est convenance parce que je ne dois pas faire quelque chose pour faire qu'il sélecte le bon. En fait ça c'est quelque chose que iOS connaît, ce format il le connaît. Donc la seule chose que je dois faire dans mon storyboard, c'est de mettre comme icône, donc image ici, hein, je dois mettre le default icon.png. Et pour le format rétine, il va automatiquement prendre la version le double. Automatiquement fait. Donc ça aussi, c'est très chouette. Alors, pour l'image, c'est clair que je veux un autre icône. Là, je prends le image icon.
Voilà. Et de nouveau, si je démarre l'application, voilà, il m'affiche les images. Et d'ailleurs, il fait le overlay du couleur, donc le bleu, il le fait automatiquement aussi. Il faut juste faire un PNG qui est gris. Et puis le overlay, il marche, il le fait lui-même. Donc ça aussi, c'est fait. Voilà. C'est bon, mais je n'ai pas de données. D'accord? Donc on va passer vers l'affichage des données. Pour faire ça, on va ajouter le contrôleur de détail, donc le panneau qui est en haut de notre tab bar. On va l'utiliser maintenant pour en fait utiliser notre propre contrôleur. En fait, ici vous voyez, si on regarde dans l'inspecteur, de nouveau c'est juste un UIViewController, donc il utilise le défaut. Mais bon, c'est clair qu'on veut faire un override. D'accord? Donc je vais créer un nouvel contrôleur. Et le nouvel contrôleur, il s'appelle, donc c'est de nouveau Coco Touch, un objectif C classe. Il s'appelle, je vais d'abord changer ça. Il s'appelle Detail View Controller. Et il éteint le UI View Controller. C'est tout ce qu'on doit faire. Et voilà, il a créé le contrôleur. Donc, pour faire qu'il utilise la mienne, je dois bien sûr changer ça vers Detail View Controller. D'ailleurs, il va offrir les UI View Controller qu'il connaît. Donc, il y a du code completion là-bas aussi. D'accord? Donc, le Detail View Controller va être utilisé maintenant. Mais pour le moment, il est tout vierge. Donc, il n'y a rien, ça affiche encore une page blanche. Donc, je dois encore mettre des libellés et tout ça. Donc, je vais faire ça. Donc, ici, dans le panneau d'objets, je peux mettre un label et regarde les petits aides qui viennent à la page. Donc là, il me laisse déjà faire un bon layout. D'accord? Donc ici, j'ai un peu de margin autour de mon libellé. Et le texte que je veux dans le label, en fait, c'est name, par exemple. Et voilà, ça change. Donc, on voit directement que c'est trop petit. Donc, on va agrandir un peu. En fait, je vais le mettre là. Et puis, je fais un autre label. Et de nouveau, il y a des aides. Et ça s'aligne de nouveau avec un petit margin au-dessous de l'autre label. Donc, maintenant, je vais dire que c'est le real name, par exemple. Voilà. De nouveau, c'est trop petit. Donc, je vais agrandir. Et maintenant, normalement, il doit me proposer de le faire assez large que c'est la même chose que le libellé du nom. Donc voilà, real name. Puis, ici, je vais encore mettre la profession. De nouveau, je vais le mettre au même niveau. Et puis, j'ai encore un libellé pour la biographie. Donc, c'est bio. Voilà. OK. J'ai tout fait pour afficher les libellés, mais les données, ils ne sont pas là encore. Donc, aussi pour les données, je dois mettre des libellés. Et de nouveau, il va me proposer de le mettre là-bas. Je vais agrandir parce que je sais que le nom va être assez large. Donc, je vais agrandir le libellé à son maximum. Et de nouveau, donc, c'est toujours la même chose. Je mets des libellés. Mais je ne lui donne pas encore de valeur. La valeur, je vais lui donner les valeurs dans le View Controller. D'accord? Celui-là doit être ici. Et la dernière, ce n'est pas un libellé parce que c'est beaucoup de texte. J'utilise un text view. Et en fait, je peux chercher ici. Comme ça, je ne dois pas scroller. Je peux chercher pour un text view. Donc voilà, je l'aligne ici. Et en fait, je vais lui dire qu'il peut prendre toute la place disponible. Et pour te laisser voir, j'ai ici un petit icône. Il s'appelle le Form Factor Switch. Hein? Donc, maintenant, je suis dans mode iPhone 5. Il est un peu plus large. Maintenant, je suis dans mode iPhone, pas 5, tous les autres. Hein? Et vous voyez qu'automatiquement, il va changer la largeur de mon composant.
Donc c'est ça que je veux. D'accord? Donc il faut faire gaffe. Hein, c'est quelque chose à voir quand tu fais une application iOS. Tu dois regarder tous les différents résolutions des iPhones qu'on a. Donc aussi pour le futur. Hein. En fait, les petits trucs bleus qu'on voyait, ça veut dire qu'il va accrocher, donc il va respecter les margins. Donc les margins vont rester les mêmes. Donc si Apple décide qu'on a besoin d'un iPhone plus, je sais pas, large, le TextView va encore allonger. Donc ça va faire automatiquement. Donc déjà pour le futur, on est prêt. Hein. Ici aussi, les trucs sont ici, donc c'est important. Donc ça semble rien du tout, mais c'est vraiment important. On appelle ça le système Auto Layout. C'est tout nouvel pour iOS 6. Donc ça existe depuis iOS 6. Avant, on avait le système Struts et Springs. C'était un peu la même chose, mais moins puissant. Donc celui-là est beaucoup plus puissant parce que maintenant on peut aligner l'un composant vers l'autre. À l'époque, c'était toujours aligné sur le conteneur. C'était tout. Donc maintenant, on a un peu plus de puissance. Voilà, tous les libellés sont là. Maintenant, on doit encore connecter vers notre view controller. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est assez simple aussi. En fait, je vais passer vers un autre éditeur. Je vais passer vers l'éditeur d'assistant. Ça m'affiche en fait mon storyboard ici. Et ça m'affiche directement mon Detail View Controller dans le panneau en bas. Ça, c'est l'Assistant Editor. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert celui-là? Parce qu'en fait, dans le Class Extension, je veux maintenant mettre mes connexions. Et je peux faire visuellement les connexions dans l'Interface Builder vers ma code. Je vais faire ça maintenant. Donc, je sélecte le libellé que je veux changer. Je ne veux pas changer, je veux changer les données dedans. Et je vais faire et je dois faire celui-là, un New Referencing Outlet dans la connexion. Donc je mets vraiment une ligne entre les deux. Quand je fais un key up, il m'affiche de nouveau un pop-up, me demandant comment je veux appeler cette property. Et je veux le nommer NameLabel. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait automatiquement un property, strong et non atomique, et il met IB outlet. En fait, c'est juste pour marquer que le interface builder peut faire quelque chose avec. Pour le reste, ça n'a pas de sens. Donc c'est juste pour interface builder que c'est là. D'accord? Comme ça, il sait qu'il peut faire des connexions avec ce property. Donc maintenant, j'ai déjà le name label dans ma classe. Donc maintenant, je peux manipuler les données. Et puis, je fais de nouveau un referencing outlet pour le real name, donc real name label. Et un pour la profession, c'est le profession label. Et un pour le text view. Donc, ici, new referencing outlet vers text view. Remarque qu'il connaît les types aussi. Hein. Donc c'est UI label et pour celui-là, c'est UI text view. Donc il connaît ça tout. Donc voilà, c'est très facile de travailler avec le interface builder et ta code. Maintenant, on est prêt pour en fait faire quelque chose avec ça. Je vais d'abord encore démarrer l'application pour te laisser voir que voilà, maintenant, il s'affiche mais il n'y a pas de données. D'accord? Et ici aussi, je peux scroller. Tu vois que ça marche très bien. Un text view est scrollable. La seule chose que je n'ai pas encore fait, maintenant, il est éditable. Ça, on ne veut pas. Hein, je ne veux pas changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, dans la propriété de mon text view, je vais dire qu'il n'est pas éditable. Voilà, c'est tout. Maintenant, si je clique dessus, il ne fait rien. Il fait la sélection, mais c'est tout. Donc, aussi ça, tu peux copier. Bon, ça suffit pour maintenant. Alors, l'autre vue qu'on veut faire, c'est l'image view. Donc, de nouveau, je vais créer
un nouvel fichier de type contrôleur et je l'appelle ImageViewController. Voilà. De nouveau, je passe vers mon storyboard d'abord pour lui dire que maintenant j'ai un vue bien spécifique, donc je vais passer vers l'éditeur normal. Et ici, je vais lui dire, maintenant tu es du type image. Normalement, il va me proposer, ou il ne connaît pas encore, ou j'ai mal mis. C'est UIViewController, donc ça doit marcher normalement. De temps en temps, ça rate. Hein. Donc, ImageViewController. On va voir si j'ai bien fait. D'abord, je vais vérifier quelque chose pour être sûr. Ouais, c'est juste. Donc, ImageViewController. Là-dedans, on va mettre un ImageView. Donc, c'est un vue standard aussi. On va la mettre là. Et tu vois directement que quand on fait ça, il veut le créer en toute largeur. En fait, ce n'est pas ça qu'on a besoin. J'ai préparé des images. Et les images, ils ont une largeur de par cœur 280 sur 30-20. Si je ne me trompe pas. Oui, ça a l'air d'être bien. Maintenant, je dois faire gaffe parce que je ne veux pas que l'image, quand je joue avec celui-là, maintenant, on va voir que c'est bon, il ne agrandit pas. On veut que l'image reste 280 sur 320. Donc, il faut faire que, en fait, ça ici, c'est la ligne ici, hein, qui marque que ça doit rester la même chose. Mais en fait, je ne veux pas tout seulement ça, je veux aussi que c'est centré dans le vue. Donc, je vais faire ça. D'accord? Maintenant, je vais jouer de nouveau pour voir si ça marche bien. Mais ça ne marche pas. Il ne reste pas au milieu. Tu vois, il coupe. Hein? Donc, je dois changer cette valeur-là. En fait, pour faire ça, je vais cliquer l'image et je vais jouer un peu avec les propriétés du contrainte. Donc, je vais dire que c'est Horizontal Center et je vais dire que c'est Vertical Center. Attention, c'est celui-là, Vertical Center. Et maintenant, quand on fait ça, maintenant, vous voyez que c'est plus copié, ça augmente. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important de voir que quand même, tu dois faire quand même encore un peu de layout. Voilà, l'image view est là. Maintenant, je passe faire l'assistant. Et l'assistant, je veux en fait connecter le image vers le Image View Controller. Donc, de nouveau, je sélecte mon image, je fais un New Referencing Outlet et je le passe dans l'extension de la classe et je l'appelle Image View. Voilà. Maintenant, quand je le démarre, tu vas voir rien parce que j'ai pas de données. Donc, je ne vois pas l'image non plus. D'accord? Maintenant, on va passer vers la présentation pour te laisser encore savoir comment est-ce qu'on maintenant va passer. Donc ici, j'ai expliqué un peu les différences. Hein. Et ici, de nouveau, on va avoir aussi deux versions de l'image. Une version rétine et une version non rétine. Même idée. Donc, mais iOS va charger le bon fichier pour nous. D'accord? Dépendant. Si tu mets deux iPhones à côté, l'un rétine, l'autre non rétine, la différence, on voit ça. Mais sur les slides, je ne peux pas montrer. Mais c'est également grand. C'est juste le rétine, il y a beaucoup plus de pixels, donc c'est plus clair l'image. C'est ça la différence. Mais visuellement, c'est la même taille. Donc maintenant, on va ajouter la vue image, j'ai déjà fait. Maintenant, on va passer les personnes sélectionnées. Comment est-ce que c'est le flow? On commence du Master Table View et on passe faire le All Details Tab Bar Controller. Donc, c'est une classe que je dois encore créer. D'accord? Si on passe, on veut passer les personnes dessus. Donc, on va passer les personnes vers le All Details Tab Bar Controller. Donc, c'est le Tab Bar Controller qu'on a déjà. Je dois encore créer la classe. Et puis, quand
le tab controller reçoit la personne, il sait qu'il peut notifier en fait tous ces contrôleurs qui sont au-dessous. Donc il va notifier en fait le Detail View Controller et le Image View Controller. Il va dire hey, j'ai des nouvelles données, s'il vous plaît, rafraîchis tes données. Donc on va faire un refresh. Et quand la notification arrive, ben, les deux contrôleurs vont demander à leurs parents, hein, à leur Detail Tab Controller, donne-moi la personne. D'accord? C'est ça le flux qu'on va faire. Donc, le passage de la personne. Je vais d'abord encore créer la classe Tab Controller. Donc, ici. Maintenant, fais gaffe parce que c'est un Tab Controller. OK. Et on appelle ça le All Detail Tab Controller. Ce qu'on doit faire, c'est, de nouveau, je vais passer vers ce vue-là. Donc, ici, je dois mettre, en fait, dans le header, je dois mettre un property pour garder la personne. Donc ici, on va utiliser person. Comme j'utilise person, je dois faire l'import. Donc, import person. Comme ça, et je vais faire étape par étape, comme ça, je peux passer déjà la personne, je ne sais pas pourquoi. Oui, ce sont parenthèses. Les parenthèses doivent être ici. C'est aussi non atomique et c'est aussi strong, bien sûr. On veut garder la personne tellement que le tabar est là. Donc, le personne est maintenant accessible sur le tabar controller. Donc, maintenant, je vais faire le code pour passer les personnes sélectées de l'un côté à l'autre. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, pour ça, on utilise en fait les segways. Donc les segways ne sont pas seulement là pour vraiment faire la navigation, on peut préparer des choses aussi. Donc d'abord, je vais vous montrer encore qu'il y a un segway entre le Table View et le Tab Controller. Il est là, je l'ai sélecté. Aussi là, il y a des properties. En fait, il y a un identifier là. Le identifier, je vais le mettre sur Show Detail. Donc on va faire le détail. Pourquoi un segway a besoin d'un identifier? Parce que, bien sûr, un panneau, un écran peut faire de navigation vers 3, 4 écrans, si tu veux. Donc c'est clair qu'on doit définir un certain identifier pour le segway. Donc je le mets sur Show Detail. Et quand je pousse, en fait, mon contrôleur, de nouveau le délégué de notre vue, il a le choix de faire quelque chose. Et en fait, j'ai préparé la code, donc je vais chercher pour le copier-coller, vite fait. En fait, il est là. Donc, tout en bas, je vais mettre le code de navigation. En fait, la méthode s'appelle Prepare for Segway. Donc, c'est vraiment préparer le segway. Donc, c'est avant la navigation, tu reçois encore le message Prepare for Segway. Il te donne le segway, donc c'est vraiment la flèche, l'instance de la flèche. Et le sender, donc c'est le cellule ou le bouton où tu as cliqué, tu as touché, je dois dire. Et là, on peut dire, OK, si le segway, l'identifier du segway est Show Detail, on sait que c'est le bon segway. Les autres, on nie. On n'a pas prévu. D'accord? Donc, on ne fait rien. Donc, si l'identifier est Show Detail, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais, en fait, populer le person dans le Alt Tab Bar Controller. Donc, pour faire ça, je dois d'abord importer, bien sûr, cette contrôleur. Donc, je vais importer All Detail Tab Bar Controller. Comme ça, je peux l'utiliser. En fait, dans la préparation, il appelle Details. Voilà. C'est fixe. Donc, qu'est-ce que je fais à la ligne suivante? Donc, après le check si la segway est bonne, je prends le Selected Row de mon tableau. Donc, c'est quand je clique qu'on fait le segway, donc je sais sûr
qu'il y a une ligne qui est sélectée. Donc je prends l'index de cette ligne. Deuxième étape, c'est prendre le destinataire de ce segue. En fait, c'est donc le côté droit de notre flèche, c'est notre tabbar controller. Donc celui-là, je peux avoir avec le segue.destinationViewController. Et je le cast faire all detail tabbar controller. Je dois faire le cast parce que le destination view controller ça retourne un view controller. C'est pas suffisant. On a besoin de all detail tabbar controller. Et on sait là-dedans, il y a une personne, on a prévu le personne. Donc maintenant, de nouveau, je peux prendre de ma collection le personne à ce index. Et maintenant, je le passe vers le all tabbar controller. La seule chose que j'ai oubliée, c'est que maintenant, le tabbar controller n'est pas le default. Maintenant, le tabbar controller doit être mon all details tabbar controller. Ça, c'est étape 1. Donc, pour te laisser voir que les personnes sont déjà passées, je vais ajouter moi-même la méthode setter. Donc, setPerson. Non, ce n'est pas ici que je dois le mettre, c'est dans le tabbar controller. Je vais mettre la méthode setPerson. Et donc, juste pour te montrer qu'il passe dedans. Donc, étape 1, c'est fait. Il fait le setter dans le tabbar. Donc maintenant, mais on tabbar connaît déjà la personne qui est passée. Donc, bien sûr, on veut faire quelque chose de plus. Disons, on veut changer le titre ici. Je veux bien que le titre est la personne qui est sélectée. Donc, pour faire ça, je vais faire une méthode à part que je vais appeler configureView. Et en fait, normalement, je l'ai préparé. Parce qu'il fait pas seulement ça. Ici. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que le configureView va faire? Ni pour le moment, ce truc ici, ce n'est pas encore expliqué, mais il va aussi mettre le nom du personne dans le titre. Donc, et dans le setPerson, donc chaque fois quand la personne est mise à la page, je vais appeler le configureView. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que peut-être la personne est déjà passée avant le view s'affiche. Donc, aussi dans le view didLoad, je dois encore appeler le configureView. Vous voyez? Donc, si le view n'est pas encore affiché, la personne est déjà passée, le view n'est encore pas là, donc il n'a pas fait le titre. Donc, je dois le faire dans le view didLoad aussi. Donc, si je fais ça, déjà, on va voir, normalement, voilà, Sheldon est là. D'accord? Si je clique dessus. Donc, il passe mon personne et il a changé le titre. OK, c'est bon. Le tabbar controller est up-to-date, je vais dire. Hein? Il est mis à jour. Mais tout le reste, donc tous les autres contrôleurs, n'ont pas eu le choix de leur mettre leurs données. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, ça, c'est avec le truc de est-ce que tu as la méthode ou pas? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Dans le configureView, je ne vais pas seulement mettre le titre, mais je vais aussi parcourir tous les view controllers. Et les view controllers ici, ce sont donc les deux tabs. Les contrôleurs dans les deux tabs. Et sur les contrôleurs, en fait, je vais appeler la méthode response2selector. Ça veut dire, est-ce que tu as la méthode? C'est bien spécifique la syntaxe, mais ça veut dire, ici je demande, est-ce que tu as une méthode qui s'appelle configureView? Si tu l'as, s'il vous plaît, appelle-le. D'accord? Ça, c'est la nature dynamique de Objective-C. Et c'est secure parce que d'abord, je fais le check. Je demande d'abord, est-ce que tu as? Et puis, je demande. OK? Donc, pour finir, j'ai encore 7 minutes. Impeccable. Donc, pour finir, on va encore ajouter cette méthode configureView. Donc, maintenant, il n'existe pas. Je vais vous montrer. Ça ne tombe pas en panne. Donc, je peux naviguer, mais je n'ai pas de données. Donc, pour mettre des données, je vais ajouter le configureView
et c'est préparé, donc normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, pour le Detail View Controller, je ajoute maintenant le Configure View. Et de nouveau, je dois importer le Detail Tabbar Controller. Son S. Donc, qu'est-ce que je fais ici dans le Configure View? Je vais d'abord demander mon Parent View Controller. C'est mon tabbar. D'accord? Et on sait que le tabbar, il a la personne. Donc, ça ne sert à rien de passer la personne. Le tabbar l'a déjà. Donc, du personne, on va prendre son full name, profession, real name et bio. Et on va le mettre dans le text view. Et le libeller. Donc, c'est ici text view. Voilà. Et comme ça, il charge les données. De nouveau, pour être sûr, tu dois aussi appeler cette méthode, attention, dans le self-configure view. La même chose pour le contrôleur image. Donc ici aussi, je vais mettre le configure view. De nouveau, je dois importer le all details tabbar controller. De nouveau, je dois virer le S. Ici, de nouveau, je prends le parent. Et cette fois-ci, je mets l'image dans le image view qu'on a déjà connecté. Et comment je fais ça? Ben, je prends juste le nom du personne et je utilise une méthode de convenance, image named. En fait, ça charge l'image du application bundle. Donc, ce que je dois faire encore, étape dernière, c'est d'ajouter les images des persos. Et je dois les mettre aussi dans le supporting files. Voilà. Donc, remarque que le nom est là. Hein? Donc, ça, ce sont les images. De nouveau, dans deux tailles. Et de nouveau, ici, n'oubliez pas d'appeler le self-configure view. Et maintenant, j'espère bien que quand je tape, voilà, les données sont là. Donc maintenant, j'ai vraiment le nom, le real name et le bio, et j'ai l'image. Donc voilà, c'est ça. Normalement, je devrais encore faire le WebView. Je vais couper ça, c'est la même idée. Donc tu fais en action et tu passes les données. Donc pour les slides, j'ai coupé un peu. On passe faire le Q&A. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ouais. Vous parlez de simulateur d'iOS. C'est Ouais. un simulateur ou c'est un émulateur? Ok, la question c'est, j'ai parlé de simulateur iOS. Est-ce que c'est un simulateur ou un émulateur? C'est un émulateur. Donc, en fait, j'ai dit déjà, le C, c'est vraiment accroché à la machine, à la processeur. Donc, ça, le MacBook Pro, c'est un processeur Intel. i386, le processeur dans les machines iOS, c'est des ARM. Donc, c'est un émulateur parce que c'est émulé sur le i386. Quand tu fais des frameworks, il faut faire les deux, de compiler vers les deux architectures. Pardon. Ouais. J'ai encore une autre question. La toolchain, elle est disponible uniquement sur Mac ou la toolchain pour le build, Ouais. alors on peut l'avoir sur d'autres plateformes? Ouais. Donc la question, est-ce que Xcode et tout ça, est-ce que c'est disponible aussi pour PC? Non. Non. La seule chose, mais je ne peux pas dire ça, donc tu n'as rien entendu, c'est de télécharger un Hackintosh. Mais ça ne marche pas très bien. Mais achète un Mac, c'est bien. Autre question? Oui. Quand tu utilises un framework et que tu as fait une application avec automatique référence continue, Oui. est-ce que tu dois toujours utiliser des frameworks qui ont aussi Ça dépend. Quand c'est une librairie statique, donc, pardon, la question c'est quand tu utilises un framework, donc les frameworks sont toujours mis dans des librairies, mais il y a des différents types de packaging. Donc en Java, on a toujours un jar et c'est tout. Ben, en Objective-C, on a des frameworks, on a des dynamic library et on a des static library.
Static library veut dire que c'est compilé pour une certaine machine, donc processeur. Hein. Donc si c'est déjà compilé, si c'est un library, tu peux l'utiliser juste comme ça. Parce que l'ARC, c'est au niveau de compilation, il ajoute encore la gestion de la mémoire, il ajoute ça encore, c'est encore là. Donc c'est la même code vis-à-vis. Mais si tu prends juste la code, parce que souvent, si on utilise des frameworks, on prend juste le code dans notre projet. Bien sûr, la code doit être ARC, ou tu dois mettre un flag dans le settings du build pour dire que ce classe et ce classe et ce classe n'utilisent pas ARC. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça répond à ta question? Ouais, ok. Autre question? Ben alors, ouais. Les inconvénients du storyboard. Pardon? Quels sont les inconvénients qu'on peut trouver au storyboard? Donc, pourquoi utiliser des storyboards? C'est ça la question? Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas utiliser le storyboard vis-à-vis si tu travailles en team? Un storyboard, c'est un fichier XML. Et pour merger ça, donc si tu utilises Git ou Subversion ou n'importe quoi, hein, si un collègue a changé, par exemple, juste la position d'une certaine chose dans le storyboard et rien autre, et toi, tu fais quelque chose d'autre, ça donne des conflits. Et c'est dur à résoudre. Vraiment, dur à résoudre, vraiment. Donc c'est toujours moi qui le fais pour notre équipe, parce que allez, tu dois le faire souvent pour savoir, ok, parce que ça fait les liens avec des ID que tu ne vois pas vraiment dans le GUI. Donc c'est pour ça que tu n'utilises pas de storyboard. Mais nous, on l'utilise quand même parce que c'est si facile de faire le layout et même avec des vues vraiment customisées, parce qu'ici on n'utilise que le UIKit. Mais si on fait des applications, souvent on change de couleur et des composants à nous-mêmes. Même là, je préfère encore utiliser le storyboard. Mais c'est toujours appelé l'un à l'autre, touche pas le storyboard. Ouais. Encore? Oui? Rappelez-nous quelle est la politique de licence pour être développeur. Bonne question. Donc, qu'est-ce que c'est les prérequisites, je vais dire, de développer? Xcode, c'est gratuit dans l'App Store. Donc ça, gratuit. Pas de problème. Mais, une fois que tu veux faire le release sur le App Store, tu dois être développeur iOS. Ça coûte $99 par année. Mais, si tu es dans une entreprise, l'entreprise peut prendre un abonnement. Et là, tu peux mettre des développeurs dedans. Donc, alors, tu ne payes pas toi-même, mais tu peux seulement faire les releases sur le nom de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui est responsable pour ce que tu as fait. La licence développeur, tu as aussi besoin pour accéder les documentations online. Donc, les manuels références et tout ça, ce n'est pas disponible si tu n'as pas d'accès. Mais donc, pour commencer, acheter un bon bouquin. Le Big Nerd Ranch a des bons bouquins iOS. Donc, ça, je peux vous déjà dire, si tu achètes un livre iOS, achète un livre de Big Nerd Ranch. Ils sont très bien. Là, tu n'as pas besoin de la référence, en fait. Donc, pour commencer à jouer, tu n'as pas vraiment besoin de tout ça. Ça répond à ta question? Ok, merci. L'application qu'on fait, est-ce qu'on peut le mettre sur son propre téléphone sans passer par l'App Store? Bonne question aussi. Donc, si tu fais une application, comment est-ce que tu peux le distribuer? C'est ça la question, en fait. Hein? Donc, comment distribuer? Est-ce que tu peux le mettre sur ton propre site web ou pas? Pour une entreprise, oui. Parce que tu peux faire des releases entreprises. Mais si tu fais ça, tu peux seulement donner le lien pour l'app à les contractuels dans l'entreprise. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un email adresse. C'est ça le contrat. Ils doivent avoir un email adresse dans l'entreprise. Donc pour moi, par exemple, si je fais un release in-house, on appelle ça, je dois avoir moi-même un email adresse IDA Media Foundry.
Et donc, tous les utilisateurs peuvent utiliser ça. Et tu ne peux pas juste installer juste comme ça. Il y a le provisioning. Et le provisioning, ce sont des certificats. Et dans ce certificat, il y a une liste de devices qui sont permis de tourner cette application. Donc, si tu n'es pas dans le certificat, même si tu télécharges, ça ne fait rien. Donc, tu ne peux pas démarrer l'application. Donc, Apple a vraiment fait son sandbox très bien. Ça dépend un peu comment ça se voit. Genre qualité, oui. Genre être ouvert, non. Mais ça, on sait de Apple. C'est connu. Il existe des stores privés comme Appaloosa ou des choses comme Ouais, ça, où effectivement on est obligé d'authentifier les devices tout à fait. utilisés. Tout à fait. Après on a une store privée qui permet Ouais. de récupérer l'application en snapshot, quoi, Tout à fait. et on installe parce qu'on est autorisé. Effectivement, Ouais. il y a un principe d'acceptation. Ouais. Voilà. Une fois que les emails sont enregistrés, toute la société peut profiter des snapshots des applications. Tout à fait. Donc, si tu fais une application vraiment pour ton entreprise et seulement pour utiliser-le en intérieur, ça suffit le in-house. Hein, c'est juste ton entreprise qui doit prendre une licence chez Apple. C'est une procédure assez lourde aussi. Et une fois que c'est mis en place, ça marche pas bien. Ouais. Mais une fois tout à fait que c'est mis en place, ça marche très bien. Ouais. Voilà. Encore des questions? Oui? Oui, au début, si j'ai bien entendu, tu as dit que chez Apple, il ne fallait pas utiliser la pomme de Maven. Ouais. Tu proposes quoi à la place? Rien. Ça n'existe pas vraiment. Ce qui approche Maven un peu genre dépendance de framework, c'est que CocoaPods, donc CocoaPods, CocoaPods. Et eux, en fait, c'est avec GitHub qu'ils travaillent et ce sont des repositoires en GitHub que tu peux télécharger automatiquement. Ça, c'est un peu Maven, mais ça ne build pas. Donc, le build, tu dois encore faire toi-même. Mais pour faire ça, tu as le command line Xcode build. Donc, c'est aussi un truc command line que tu peux faire, par exemple, pour un Jenkins. Tu peux accrocher, c'est difficile, mais tu peux le faire. Ouais. Donc, chez nous, on utilise vraiment du continuous integration pour faire nos projets iOS aussi. Mais chaque release de Apple, on doit chipoter. Parce qu'il change tout le temps. Donc, genre maintenance, c'est dur. Encore? Ben voilà, alors, merci beaucoup pour être venu. Et contactez-moi par Mike Segers ou at Inamedia Foundry. Voilà, n'hésitez pas. Merci.